On se retrouve sur BFM2 avec Juliette Weiss, journaliste iconique business, pour nous parler de la Fashion Week qui se finit aujourd'hui, Juliette. Alors, on va voir les meilleurs moments, selon toi, de la Fashion Week 2025. Bon, alors il y en a évidemment beaucoup, on a dû en sélectionner quelques-uns, en tout cas retenir les temps forts. Et on va commencer avec le défilé Dior, Kim Jones, et pas pour une raison aussi un petit peu particulière, c'est qu'aujourd'hui, c'est la fin pour Kim Jones chez Dior. Ça y est, la nouvelle est tombée. On a reçu un communiqué de presse de la maison Dior qui l'annonce. Il quitte ses fonctions de directeur artistique de la maison Dior, un poste qu'il avait obtenu en 2018. Ça fait donc 7 ans qu'il est à la tête de Dior et il a délivré, lors du dernier défilé, on le voit saluer, un défilé vraiment éponyme. Tout le thème de son dernier défilé, donc automne-hiver, c'était vraiment une ode à la ligne H de Dior. Donc vraiment une coupe fluide, un travail sur les matières, sur la structure. Vous savez, la coupe H, c'est cette ligne qui se joue un peu sur la fluidité. Contrairement aux tailleur bar ou aux lignes très marquées de Dior, on va avoir un côté bien plus souple. On ne va pas parler de flou parce que ce n'est pas le cas, mais quelque chose quand même de plus étiolé, de plus étiré. Donc voilà, ce défilé de Kim Jones pour Dior qui a été présenté donc là la semaine dernière a vraiment marqué les esprits et c'est la fin de Kim Jones qui a bien servi la maison Dior pendant tant d'années. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'on appelle le tailoring pour son stylisme, donc c'est-à-dire une mode qui mélange le confort, le streetwear mais aussi le chic et l'élégance? Alors on va même parler plus que du tailoring, on va parler de soft tailoring et surtout c'est ce qu'il a vraiment montré sur son dernier défilé, donc les costumes sont beaucoup moins rigoureux dans le sens où les lignes sont plus fluides, où on a un jeu de matière. Le confort est aussi au cœur des défilés, enfin en tout cas de cette notion de soft tailoring. Le costume est moins rigide, les cols sont moins droits. On a vraiment des coupes plus rondes, une notion de confort, de polyvalence, une mode presque plus pragmatique, en tout cas plus portable, et c'est ce que vraiment a insufflé Kim Jones. Alors, si on doit revenir sur ce que la patte Kim Jones pour Dior, on a quand même, bien qu'on parle de tailoring, on a quand même la notion du streetwear qui était essentielle. On l'a beaucoup moins vu sur ce défilé qu'il a présenté pendant la Fashion Week, mais sinon, c'est un adepte. Il a fait des collaborations avec Supreme. Il a été vraiment, c'est un des spécialistes du logo, de ce côté très street, et il avait apporté cette touche-là à Dior Homme. Ce qui n'était pas le cas sur son dernier défilé, qui a vraiment montré l'inverse, et c'était un petit peu une volonté. Mais donc, c'était le dernier défilé de Kim Jones pour Dior, et c'est un défilé extrêmement abouti. Félicitations, vraiment un show, toute l'industrie de la mode l'a reconnu, un des plus beaux shows, à mon avis, de Kim Jones pour Dior. Et est-ce qu'on sait où il va aller, ce cher Kim Jones? Alors, j'attendais cette question, Mylène. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des tas de rumeurs, mais en tout cas, ce qui concerne, pour son remplacement, on ne sait pas non plus qui va prendre son remplacement à la tête de Dior. Et on ne sait pas où va aller Kim Jones. Vraiment, ça, on vous tiendra informé dès qu'on aura plus d'informations, Mylène. Est-ce que je peux juste demander un petit peu par rapport aux couleurs, encore pour rester juste quelques minutes sur Dior? Bien sûr. C'est quand même très noir et cru, beige, blanc, gris. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'habituel chez Dior, au-delà de Kim Jones? Alors, bon, Dior, c'est pas réputé particulièrement pour être une maison qui fait venir les couleurs à foison. Après, attention, rien n'est figé, c'est pas du tout, c'est pas un requirement absolu. On peut absolument travailler les couleurs, mais disons que surtout sur les derniers défilés de Kim Jones, c'est vraiment des couleurs épurées, une dualité, une dualité chromatique. On va avoir beaucoup de blanc, de noir, des choses très contrastées. On va aussi avoir beaucoup de pastels, toutes ces chromes un petit peu, délavés avec ces roses très pâles, des bleus layettes, voilà. Donc on le voyait aussi sur d'autres défilés. La couleur n'est pas omniprésente chez Dior. C'est pas forcément quelque chose sur laquelle où on va avoir chez Valentino ou chez Pucci, où là vraiment les motifs et les couleurs sont extrêmement importantes. Voilà. Donc non, on reste dans quelque chose de plus sobre, surtout à l'homme. Bien sûr. C'est quelque chose qui est notable. Donc non, voilà, les couleurs c'est pas forcément l'apanage de Kim Jones, quoi qu'il l'a utilisé, mais voilà, une façon assez sobre et toujours dans la retenue. D'accord. Et alors, deuxième défilé qui t'a énormément marqué, c'est le défilé Jean-Paul Gaultier de Ludovic de Saint-Sernin, un défilé intitulé Le Naufrage. Tout à fait. Alors, Jean-Paul Gaultier, il invite depuis 2021 des maisons de couture, jeunes, moins jeunes, connues, moins connues, à venir réinterpréter ses collections. Je trouve ça très malin, d'ailleurs, d'avoir cette façon de se réinventer, parce que Jean-Paul Gaultier ne produit plus rien. Enfin, vous voyez, c'est plus un créateur. Il fait vivre sa maison, certes, mais c'est plus lui qui signe vraiment les lignes. Donc c'est intéressant, exactement.
C'est intéressant de pouvoir faire vivre une maison à travers l'œil d'une nouvelle génération et de pouvoir, voilà. Et en plus de ça, les couturiers invités doivent réinterpréter l'essence de Jean-Paul Gaultier. Donc on reste sur du Jean-Paul Gaultier, c'est pas quelque chose de... Ludovic Saint-Cernin fait du Ludovic de Saint-Cernin pour sa maison. Mais chez Gaultier, il doit réinventer les codes. Alors, pour la petite histoire, Ludovic de Saint-Cernin, il avait envie de faire rire Jean-Paul Gaultier pour ce show. Il avait envie que Jean-Paul, quand il regarde ce défilé, il rigole, il se dit ça c'est quand même caustique, il y a un côté didactique, un côté ludique. Donc Ludovic de Saint-Cernin a réinterprété les codes et a présenté son défilé haute couture, évidemment devant un parterre de stars. Ça c'était vraiment l'événement à ne pas manquer, en tout cas chez Jean-Paul Gaultier. Et alors on le voit, on reconnaît quand même les signes caractéristiques de Jean-Paul Gaultier dans ce défilé. On a la silhouette qui est très marquée avec des corsets. Des drapés, des harnais, des plumes, une esthétique qui est quand même sensuelle, mais il y a de la provocation dans cette sensualité également. C'est intéressant que tu le remarques, Mylène, parce que Ludovic de Saint-Cernin, il est connu à la base pour ses designs très osés. On va presque parler d'un côté lubrique, dans le sens où il a créé des pièces avec sa maison Ludovic de Saint-Cernin, des pièces très osées, non genrées. On a un côté vraiment inclusif, absolu, et il avait fait parfois des sous-vêtements très osé, il joue beaucoup avec cette notion de sensualité, presque de la sexualité. Là, on le voit à l'image, par exemple. Donc, c'est les références à une certaine sexualité. Bien sûr. Mais il l'assume absolument, c'est un parti pris, c'est une volonté, on le voit, il y a beaucoup de maisons comme ça qui jouent un peu sur le côté provocateur. Jean-Paul Gaultier a toujours été, on l'appelle l'enfant terrible de la mode. Il a toujours eu ce côté un peu provoque, évidemment. Mais alors là, Ludovic de Saint-Cernin, il y va à fond. Donc, on a un côté aussi un peu une inspiration très mermaid, très mythologique. Voilà. Et puis, mais il y a aussi le côté un petit peu avec ses codes de marin, avec les gouvernails qui s'apposent, les ancres, le travail comme d'une robe qui a été humidifiée. Donc, il y a vraiment un côté un peu aussi autour de la thématique du marin. C'est un grand clin d'œil quand même à Jean-Paul Gaultier. Évidemment, et c'est marinière, évidemment. Non, toujours, on réinterprète les codes. Donc, une collection vraiment réussie pour Ludovic de Saint-Cernin. Et alors, il y a une image qui tourne beaucoup sur les réseaux et qui a beaucoup marqué pour ce défilé, c'est Kylie Jenner, donc la sœur de Kim Kardashian, qui a défilé en tant que modèle, alors qu'elle ne l'est pas, ce n'est pas une mannequin. Sa sœur Kendall Jenner l'est, mais elle a défilé. Bon, c'est un métier, mais elle l'a fait pour ce show-là. Elle était vêtue d'une robe corset au décolleté particulièrement plongeant. C'est ce qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, elle arborait ce mythique bustier corset, qui est la signature de Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, ça a fait beaucoup parler et elle a défilé, ce qui est assez rare, parce qu'elle ne le fait, elle ne le fait rarement. Je crois qu'elle ne l'a jamais fait d'ailleurs. Défilé pour Ludovic de Saint-Cernin avec des robes, vous voyez, on le voit à la télé. Oui, tout en transparence. Très transparent, très osé. Le côté un peu naïade. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, la première, pardon, je te coupe. Non, bien sûr. La première silhouette s'appelait Mélusine, donc ça fait référence aux fées, à la mythologie, et à tout ce qu'on voit à l'image. Et il y a un côté, féerique, très mystique, ésotérique. Enfin, toutes ces notions vraiment de tout ce qui permet de rêver, tout ce qui permet d'inspirer. Il le travaille, il le cultive, Ludovic de Saint-Cernin, à travers ce show, dans des figures particulièrement réussies. Alors, puisqu'on choisit les meilleurs moments selon toi, et ton œil d'experte, qu'est-ce que tu as préféré dans ce défilé Jean-Paul Gaultier? S'il y a quelque chose que tu as particulièrement aimé ou préféré, parfois c'est difficile de faire un choix. Alors, je pense que c'est tout le travail, c'est pas très original, tout le travail autour des corsets. Oui. Je trouve que les corsets ont été allongés, ont été étirés, ont été presque, poussés à leur apogée. On les a étirés au maximum. Comment est-ce qu'on peut puiser vraiment au fond de cette pièce-là? Comment est-ce qu'on peut la déstructurer pour en recueillir l'essence? Donc, je trouve que c'est très travaillé. Je trouve aussi, on le voit à l'image, que Ludovic de Saint-Cernin a fait un petit peu revivre le cuir Jean-Paul Gaultier. Oui. Le cuir, c'est Jean-Claude Gitroy. Il y a des maisons, c'est à l'Aya. On a des maisons et on se dit, Gaultier, pas forcément. Et pourtant, Jean-Paul Gaultier a beaucoup travaillé. Là, on voit le corset qui s'appose. Ouais. Le corset n'est plus posé sur le buste, mais il est posé sur les jambes. Donc, on a vraiment un décalage que je trouve très intéressant. Et oui, au niveau du cuir, je trouve intéressant que Ludovic de Saint-Cernin l'ait remis au cœur du spectacle. Beaucoup de travail, au niveau des pièces en cuir, au niveau, on l'a vu tout à l'heure, du cuir texturé, comme un peu du python. Donc, je trouve très intéressant d'avoir retravaillé
cette matière quand même très importante pour la maison Jean-Paul Gaultier. D'accord, ben merci pour ces petites précisions. Alors, ensuite, troisième défilé qui t'a marqué, le défilé Jacquemus. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce défilé, particulièrement Juliette, la collection qu'on appelle la collection La Croisière? Et oui, elle porte bien son nom. Alors, c'est une collection, moi j'ai trouvé, elle était très attendue. Très attendue parce que c'était le retour de Jacquemus au calendrier de la Fashion Week couture, donc évidemment, toujours très scruté. D'autant que Jacquemus est un créateur qui connaît un grand succès sur les réseaux sociaux, par la jeune génération. C'est un créateur qui est particulièrement observé. Pour ce défilé, il a invité les invités vraiment triés sur le volet, on aurait tous aimé y être, dans l'appartement, l'incroyable appartement, il faut quand même le dire, d'Auguste Perret, l'architecte français. Donc là, c'est boiserie, détails architecturaux, on a des pièces d'art un peu partout. Jacquemus est un grand passionné de sculpture. On dirait que c'est chez toi, non? Mais alors, j'ai prêté mon appartement à cette occasion. C'est vrai que bon, je me suis dit quand même, ça allait être très sympathique pour eux de pouvoir se poser dans mon salon. Non, mais alors c'est vraiment un lieu qui a marqué puisque beaucoup de journalistes en ont parlé typiquement. Quand vous arriviez au défilé, vous vous baladiez dans l'appartement. Donc c'est pas simplement un sitting où vous asseyez, vous attendez le show. Là, il y a quand même tout un côté immersif où vous comme une performance complètement. En fait. Et alors on est allé avoir dans la salle de bain, on voit les mannequins qui déambulaient dans la salle de bain, on peut se balader dans l'appartement, il y a vraiment un côté immersif très très arty avec des livres nonchalamment posés sur le coin de la baignoire ouverts à une page très inspirante. Enfin, tout est fait pour nous plonger dans l'univers Jacquemus. Et alors on est quand même sur des... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, mais j'allais donc parler de l'inspiration du show, mais je pense que tu vas m'en parler également. dans des choses quand même qui sont très arrondies, des jupes crayons, des pois, beaucoup de blanc et de noir également comme chez Dior, mais quand même des silhouettes qui tranchent avec justement ces couleurs un peu conventionnelles et classiques. Oui, alors c'est surtout que là Jacquemus l'a dit, il a dit sur les réseaux sociaux et avant le défilé, j'ai envie de me mettre à nu devant vous. Donc c'est surtout explorer ce que pour moi est vraiment la couture. D'accord. Donc pour ce show, il a choisi de célébrer l'âge d'or de la couture, mais pas n'importe lequel, celui de la couture française et l'Amérique. En fait, c'était la France et l'Amérique. C'est un peu particulier. C'est l'âge d'or, le glamour hollywoodien. Coco Chanel, Christian Dior, ils se sont imposés aux États-Unis à l'époque de la création de leur maison. Ils ont vraiment eu un travail sur le côté, on est en France, mais on a aussi envie de s'imposer aux États-Unis. Donc, il y a une certaine puissance au niveau de la création. Jacquemus les a réadaptés. Donc, il a travaillé un peu le style de Marilyn Monroe à l'époque. De toutes ces stars hollywoodiennes. Donc, l'homme, par exemple, va porter un costume blanc très structuré, quelque chose d'un peu épuré, mais toujours très élégant. Les femmes vont porter des pois. On va avoir des robes à pois qui rappelaient un peu le côté baby doll ou peut-être aussi un peu Marilyn Monroe. Donc, c'est vraiment le glamour hollywoodien et la couture française réunis en un seul défilé. Et alors, une petite chose, puisque je le vois sur le show, il y a une chose qu'il faut bien retenir. Et d'ailleurs, les accessoires, Mylène. On en a parlé dans beaucoup d'articles qu'on a écrits pour Iconic Business. Notamment une chose, Mylène, à retenir, si d'ailleurs vous cherchez un sac à main, c'est le sac bowling. Le sac bowling, c'est le revival total du sac bowling. On l'a vu évidemment chez Prada, qui étaient des grands spécialistes de cette pièce-là. Évidemment, le Speedy de Vuitton, qui est retravaillé avec Takashi Murakami dans les dernières collections. Et chez Jacquemus, on le voit d'ailleurs ici à l'écran, le sac bowling. Alors, il peut être très grand, il peut être très petit. Il y a ce côté fonctionnel et aussi très quiet luxury. On ne sait pas vraiment ce que c'est. On n'aime pas, on sait pas vraiment ce que c'est. C'est du luxe, mais on ne le montre pas. C'est le luxe à son apogée, c'est ça. C'est de montrer des très belles pièces, mais sans logo, sans fioritures, que des lignes pures, droites. Et on le voit encore une fois, là, il est porté en doublon. Mais oui, il y a beaucoup de doublons, c'est assez marrant. Beaucoup. C'est le côté un peu dualité, le côté aussi un peu exagéré. Jacquemus aime bien faire toujours les choses un peu exagérées, comme un clin d'œil on voit bien dans ses publicités, on va avoir des biscottes de beurre avec c'est toujours très exagéré. Il aime bien le côté ludique et le
côté didactique. Donc voilà, ça c'était très important chez Jacquemus. Et alors quand même, le nom de cette collection, ça rappelle quand même toujours la mer, le sud. La Dolce Vita, selon Jacquemus. Exactement. Alors évidemment, on va trouver des pièces qui sont très croisières, mais bon, quand même, je trouve que ça reste très couture. Oui. C'est pour ça que le terme la croisière, parce qu'on a des défilés croisières. On a des défilés qui s'appellent des défilés croisières, qui sont entre deux collections. On peut voir aussi les invités. Il y avait Anna Wintour au défilé Jacquemus, la papesse de la mode quand même. Putain, donc c'était quand même un défilé très couture, où on a vraiment un travail, même si c'est croisière, c'est Dolce Vita, c'est un peu facile à vivre, ça reste quand même très travaillé, très abouti. Et alors bon, Milan, il y a eu quand même, on doit l'avouer, quelques petites critiques à propos de ce show, et notamment pour du plagiat. Alors plagiat, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, on va parler d'une légère inspiration, si je puis dire, notamment du créateur Alaya, avec Pieter Mullier qui est chez Alaya. Mais pour être honnête, j'ai un petit peu réfléchi à cette situation. Vous savez, la mode, tout le monde se copie et s'inspire. Alors, évidemment. On a évidemment des modèles qui sont parfois où c'est too much, peut-être. Je parle pas du tout de Jacquemus, mais ça peut s'avérer. Mais c'est quand même important de s'inspirer. Tout le monde inspire tout le monde. Il faut pas non plus être dans cette idée de on doit être absolument novateur tout le temps. Non. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, quand tu nous parles de ces collections, tu fais référence à d'autres directeurs artistiques, d'autres styles. Enfin, je veux dire, la mode, c'est effectivement un renouvellement. Toujours. Mais c'est aussi, on s'inspire de tels, on a des mentors. Enfin, je veux dire, c'est évident. Donc, plagiat, c'est peut-être un peu fort, oui. Oui, alors voilà, bon, vous savez, quand on décrypte les défilés, beaucoup ont vu des similitudes puissantes, disons, entre les collections d'Alaya, par exemple, et celles de Jacquemus. Alaya étant, avec Pieter Mullier qui est un très très bon designer, je pense que il y a pire que de s'inspirer d'Alaya. Et puis alors aussi autre chose qui était amusant chez Jacquemus, au-delà du défilé très immersif, on avait des iPhones posés partout. Alors les iPhones, ils étaient posés sur des petits trépieds. C'était à côté de vous, vous aviez l'iPhone avec le trépied. Tout a été filmé à l'iPhone 16. Une volonté pour Jacquemus de se diversifier, il est toujours un petit peu aussi à l'avant-garde, et pourquoi pas un projet qui naîtrait de toute cette collaboration avec Apple, on ne sait pas. En tout cas, il a fait un petit teasing sur Instagram où il a dit and more to come. Il est spécialiste des teasings. Jacquemus, voilà, il aime bien faire ça. Donc si ça se trouve, demain il y aura la collab Jacquemus Apple, on n'en sait rien. Non, j'exagère, mais voilà, ça peut tout à fait être une façon de développer sa marque et de créer de nouvelles expériences. Ok. Et alors, dernier show qui t'a plu dans cette Fashion Week 2025 ? Alors, c'est une créatrice qui s'appelle Miss Sowi. C'est une créatrice sud-coréenne. Alors, elle n'est pas connue, en tout cas peu connue, si je peux me permettre, pas connue. Dommage, parce qu'elle est incroyable. Alors, c'est incroyable. C'est vraiment de la couture pure. Miss Sowi, elle est connue donc pour ses créations évidemment très féminine, mais je trouve qu'il y a un travail au niveau de la coupe et de la structure qui est particulièrement étonnant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi marquant. C'est la première fois, elle a défilé déjà pendant la Fashion Week, mais c'est la première fois qu'elle est au calendrier de la Fashion Week haute couture, et elle a présenté sa collection hier. C'était une merveille. Vraiment, elle a ce sens de la beauté, mais de la beauté presque, c'est pas gnangnan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un travail. On a vu tout à l'heure, juste avant le buste, il y a un côté un peu Schiaparelli, tout le monde s'inspire. La femme fleur, l'épanouissement, évidemment aussi le travail sur la tradition coréenne. Elle va mettre en avant les broderies typiques, elle va travailler sur les textures. On a aussi le côté renaissance française, italienne. Elle mixe vraiment ses inspirations, et elle crée des pièces qui sont fabuleuses. Et alors, tellement fabuleuse que évidemment ses clientes, c'est Cardi B, c'est des stars comme Naomi Campbell, c'est vraiment Bella Hadid qui ne jure que par ses robes quand elle doit faire des tapis rouges. Donc c'est vraiment des pièces qu'on va mettre sur des tapis rouges, c'est des vraies sculptures ce sont des sublimes pièces. C'est des pièces avec un raffinement de broderie, de la dentelle. Complètement. On va retrouver aussi un peu d'inspiration Mugler dans ces pièces. Même parfois aussi Galliano. Là, on le voit avec le côté les chinoiseries de Galliano quand il avait
avait travaillé tout le côté japonisant aussi de ces thématiques asiatiques. C'est majestueux, en fait. Ouais, Galliano chez Dior l'avait fait, c'était sublime. Donc on a vraiment un peu aussi cette référence-là. Et je pense qu'elle ira très loin. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler. On en entend déjà parler, mais je pense qu'elle va connaître un succès encore. Enfin, c'est pas terminé. Ça va exploser pour Missoi. Et c'est la protégée de Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, Domenico et Stefano, ils sont amoureux de ses créations et ils la trouvent super. Alors c'est un peu les mécènes, en tout cas, ils la supportent et ils croient en elle, ils croient en son travail de créatrice haute couture. Ah oui, c'est vraiment une esthétique c'est ultra poétique, un raffinement. Et puis au-delà du côté très travaillé, très princesse, c'est pas si facile en fait, dans le sens où c'est pas juste une belle robe. On va avoir des codes, des détails sur les chapeaux. Oui, j'allais dire vraiment des hautes formes, etc. La femme puissante, le côté, c'est pas simplement j'ai une belle robe et je reste là. Non, il y a toujours un message, quelque chose d'un peu d'une certaine puissance. Alors, si tu devais choisir un seul show, lequel choisirais-tu pour cette Fashion Week, Juliette? C'est une question assez compliquée. Bon. Si tu devais t'habiller tous les jours... Bon, alors, on va dire que je vais être très sexy et je vais m'habiller en Ludovic de Saint-Cernin pour Jean-Paul Gaultier. Oui. Non, parce que je pense que je trouve déjà intéressant le fait d'inviter un créateur à retravailler les codes d'une maison. Déjà, je trouve que dans l'expérience et dans la stratégie, c'est intéressant. Et puis bon, ça donne un peu la chance à des nouveaux créateurs, si je puis dire, hein, même si Ludovic de Saint-Cernin avait déjà une certaine réputation. Mais voilà, et puis j'ai un amour pour Jean-Paul Gaultier. Je trouve que c'est c'est un créateur qui est exceptionnel et qu'on a la chance encore de pouvoir voir travailler. Donc non, vraiment, Ludovic de Saint-Cernin pour Jean-Paul Gaultier et la boucle est bouclée. Ok, merci beaucoup. Merci Juliette, Mylène, c'était un plaisir. Mais pareillement. Donc Fashion Week terminée. À quand la prochaine date? Incessamment sous peu, ça n'arrête pas. Donc d'ici un mois, on va déjà avoir les nouvelles Fashion Week. C'est vraiment le mercato mode qui est très chargé, mais pour notre plus grand plaisir. Et tu reviens nous voir? Avec joie, comptez sur moi. Merci beaucoup Juliette. Et nous, on se retrouve très rapidement pour un nouveau direct sur BFM2.